Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Karine Eid et j'occupe le poste de chef des services bancaires aux entreprises pour la région Est du Canada, ABMO. Nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui et vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Au cours de la prochaine heure, Stéphane Rochon, directeur général et stratège Action BMO, gestion de patrimoine, examinera les perspectives clés du marché qui ont émergé au cours des 18 derniers mois. Vous conviendrez que la dernière année fut une période historiquement difficile partout dans le monde. La pandémie nous a obligés à composer avec une complexité de nouvelles incertitudes, mais les derniers mois démontrent qu'il y a enfin de la lumière au bout du tunnel. Autour de nous, les restrictions s'allègent et nous sommes très optimistes à l'égard de l'avenir. La vaccination va bon train et ralentit la propagation de la COVID-19, ce qui devrait permettre aux entreprises d'avoir une reprise plus stable. Aussi, parmi les aspects prometteurs, nous constatons que davantage de nouvelles entreprises démarrent en comparaison à ce que nous observions avant la pandémie. De plus, le numérique continue de prendre de l'ampleur alors que la pandémie a poussé de nombreux propriétaires d'entreprises à créer des vitrines en ligne et de solides plans de commerce électronique. Et finalement, en raison de la demande refoulée, nous pouvons nous attendre à une forte reprise qui se poursuivra jusqu'en 2022. Donc, tout cela est très encourageant pour la communauté des affaires. Le moment est venu de se tourner vers les occasions à venir, alors que notre économie regagne son élan. À BMO, il est extrêmement important pour nous de vous voir sortir de cette situation plus fort que jamais et de vous fournir le soutien dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important, soit faire croître vos activités. C'est pour cela que tout au long de la pandémie et au-delà, notre équipe de conseillers est là pour travailler en étroite collaboration avec vous. Nous sommes ici pour vous écouter et vous offrir des conseils d'experts adaptés aux besoins uniques de votre entreprise afin que vous soyez bien positionnés pour une reprise saine. À cet effet, notre expert Stéphane vous donnera aujourd'hui un aperçu complet de nos perspectives économiques. Suivant sa présentation, il se fera un plaisir de répondre aux questions qui ont été soumises à l'avance. Vous pouvez aussi poser une question en direct dans la boîte Poser une question que vous voyez à votre écran. Alors, avant de lui céder la parole, j'aimerais prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à Maxime Couture, qui est vice-président solutions de trésorerie pour l'Est du Canada à BMO. Maxime animera la période de questions. Alors que nous terminons le mois d'octobre, qui est le mois de la petite entreprise, nous célébrons votre réussite et votre contribution à nos communautés et je vous remercie infiniment de votre confiance, votre loyauté envers BMO. Vous êtes le moteur de notre économie et c'est un privilège pour nous de vous épauler à toutes les étapes du parcours de votre entreprise. Alors sur ce, je cède la parole à Stéphane et je vous souhaite une excellente conférence. Stéphane, à toi. Merci beaucoup, Karine. J'apprécie beaucoup la présentation, excellente introduction. Alors, je vous présente en direct d'un parquet de courtage de Toronto. Vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit derrière moi, mais c'est quand même un signe prometteur de notre point de vue. Il y a des gens qui sont revenus au travail et puis on est là pour vous aider dans vos transactions et pour financer vos entreprises, bien sûr. Alors, si on tourne en page 1, commençons avec une petite illustration qui montre très bien, à mon avis, la situation actuelle. Pour ceux qui ne voient pas le graphique, c'est une petite fille assise sur le Père Noël qui lui demande une Xbox et le Père Noël lui dit « On est à court de puces ». Un camion, l'usine ne fournit plus. Une poupée Bratz, on manque de matières premières. Puis finalement, elle dit au Père Noël, j'aurais dû être moins gentille cette année. Le Père Noël lui réplique, on est en panne de charbon aussi. Alors, c'est un des grands thèmes en ce moment, c'est les problèmes des chaînes d'approvisionnement. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est un problème qui n'est pas réglable à très court terme, mais pourtant, il y a une lueur d'espoir.
puis je vais vous donner certains exemples concrets. En fait, commençons avec un exemple concret. Quand on regarde un des problèmes les plus prononcés, c'est les puces ou les microprocesseurs pour les voitures. Bon, ben ça a eu un impact parce que les compagnies ne sont pas capables de fournir assez de microprocesseurs. Ça a créé quand même beaucoup de problèmes de production pour les compagnies automobiles. Mais nous, ce qu'on entend, selon nos sources et selon nos modèles, les compagnies taïwanaises sont vraiment en train d'augmenter la production de semi-conducteurs en ce moment. Et donc, ça devrait se refléter dans les quelques prochains trimestres. Encore, il n'y a pas de solution à court terme parce que le transport est aussi bloqué. Il y a des embouteillages dans les ports. Il y a des embouteillages au niveau du transport terrestre aussi avec les camionneurs. Mais ce sont des choses qui sont quand même réglables. D'une certaine façon, ma façon de voir ça, et quand j'en parle aux clients, c'est de leur dire, écoutez, il y a deux problèmes fondamentaux qui peuvent affecter les ventes. Il y a un problème d'offre et un problème de demande. En ce moment, c'est vraiment plus un problème d'offre que de demande, qui est un problème qui est quand même plus réglable. C'est moins sinistre d'une certaine façon, parce que des gros problèmes de demande sont généralement associés à des récessions. Et de notre point de vue, puis encore, on a beaucoup de modèles à l'appui, il y a très, très peu de chances de récession dans la prochaine année. On parle de moins de 10 selon nos modèles, et je vous dirais que quand on ajuste ça, c'est probablement plus proche de 5 ou moins. Alors, on est sorti d'une grande récession. Avançons d'une diapositive. Si on avance à la page 2, on va parler des taux d'infection de la COVID-19. Évidemment, à cause de la COVID-19, on a eu une récession qui a été très courte, mais très prononcée. Puis ça, je vais revenir là-dessus dans une seconde. Alors, tout le monde parle de COVID-19. Évidemment, c'est la variable macroéconomique la plus importante en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est que généralement, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues pour la variante Delta et tout ça, les taux d'infection sont quand même en baisse. Et ceci même aux États-Unis. Toujours important de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Malgré leur taux de vaccination qui est inférieur à la moyenne des pays développés, ben, on voit quand même une forte baisse dans les taux d'infection. On voit la même chose au Canada. C'est très encourageant. Au Québec en particulier, euh, les, euh, les mesures sanitaires ont quand même porté fruit. Puis je dirais qu'au Québec, les mesures sanitaires ont porté fruit avant d'autres provinces. On voit que dans l'Ouest, il y a encore certains problèmes et le Québec s'en est quand même relativement bien sorti à date en tout cas. Alors, le taux de vaccination continue à augmenter. Une chose qui est très, très triste, évidemment, c'est que les pays en voie de développement n'ont pas eu le même accès aux vaccins. Alors, il faut espérer que les compagnies pharmaceutiques vont être capables de fournir plus rapidement pour le reste de la planète, pas juste les pays riches. C'est un petit commentaire politique personnel. Alors, en page 3, ce que vous voyez, c'est le fort rebond après la chute qu'on a eue. L'économie mondiale en 2020 a baissé de 3 mais au pire de la crise, au pire de la récession, c'était en fait la pire récession qu'on a vue de l'histoire. Il faudrait, puis quand on regarde le marché boursier, il faudrait remonter en 1929 pour avoir une perte de valeur aussi catastrophique et aussi rapide. Et d'un autre côté, l'envers de la médaille, plus positif, c'est qu'il faudrait, quand on regarde la relance du marché commençant en mars 2020, il faudrait revenir en 1933 pour avoir une reprise ou un rebondissement aussi rapide. Et puis là, on continue. Le bull market, finalement, continue. On était dans un bull market avant la COVID-19 et il a repris. Mais la composition du marché et de la performance des différents secteurs, évidemment, va changer, va évoluer avec le cycle économique. Mais tout cela pour dire qu'en 2021, à tout le moins, on va avoir une forte performance de l'Inde, de la Chine, quoique la Chine est un petit peu en ralentissement. Alors, le 8 qu'on vous montre est probablement trop élevé en ce moment. Ça va être révisé à la baisse. Le Canada, un solide 5 et puis la reprise devrait se continuer en 2022 et 2023. Comme je vous l'ai dit, les probabilités de récession sont quand même très, très faibles en ce moment.
Alors, quand on regarde, la croissance économique, bien, vous voyez, c'est comme un élastique. C'est un élastique qui a été étendu trop loin vers le bas et qui maintenant rebondit à la hausse. C'est vrai aux États-Unis, au Canada, mais c'est aussi vrai dans d'autres pays développés. Euh, une exception à ça, ben, pas une exception totale, mais quand on parlait du taux d'infection, l'Angleterre ne va pas particulièrement bien, mais quand on regarde l'Europe en général, ils ont un parcours un peu semblable à ce qu'on voit en Amérique du Nord. Alors, parlons de perspectives régionales au Canada. Ben, ce qu'on voit, c'est que le Québec a été frappé de plein fouet en 2020. La décroissance, si vous voulez, ou la perte économique a été la pire du Canada, à part l'Alberta, pour des raisons évidentes, parce qu'avec le crash du prix du pétrole l'an dernier, l'Alberta a été frappé de plein fouet. Et puis, encore une fois, je pense que l'analogie ou la métaphore de l'élastique tient bien quand on parle de la croissance anticipée en 2021. Et puis 2021 tire à sa fin, alors on devrait arriver à des chiffres quand même très, très proches de ce qu'on vous montre en ce moment. Il faut avancer d'une page en passant, page 5. Une autre, page 5. Ouais, en page 5, ce qu'on voit, c'est que le Québec devrait quand même avoir une très, très bonne performance. On parle de 5,8 puis seulement l'Alberta devrait devancer le Québec. Évidemment, ce que vous voyez quand on regarde le tableau, les barres, les provinces qui sont identifiées en vert, ce sont les provinces productrices de pétrole qui vont bénéficier de l'essor qu'on a vu cette année. Ça, je vais en parler un peu plus en détail parce que c'est très important, évidemment, pour le Canada. C'est moins important pour le Québec, qui est très axé sur la technologie et sur d'autres industries, mais c'est quand même très important pour le Canada en général. Alors, il y a des répercussions qui sont importantes pour le Québec, bien sûr. Alors, avançons d'une page. Là, parlons du taux de chômage. Bon, le taux de chômage a quand même énormément baissé depuis l'an dernier, une chance. Les programmes de soutien ont bien aidé l'an dernier. Ils étaient nécessaires pour les entreprises, c'était nécessaire pour les travailleurs, surtout quand on parle des travailleurs ben, de la restauration, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres catégories. Euh, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, tout ça. Donc, c'était nécessaire. Euh, le taux de chômage au Canada a rebaissé à 6,9. On est quand même à 1,2 au-dessus du taux avant la COVID. Ça amène une discussion qui est quand même intéressante. Quand on regarde à Montréal et à Québec, par exemple, dans le bas du graphique, on voit que, en fait, le taux de chômage est inférieur à la moyenne canadienne, ce qui est un très bon signe. Ça ne devrait pas trop nous surprendre parce que le taux de chômage au Québec était déjà très bas et plus bas que la moyenne canadienne avant la COVID-19. Alors, la reprise est quand même forte. Au Québec, c'est ce qu'on veut voir d'ailleurs, mais ça amène quelque chose d'intéressant parce qu'on a parlé des problèmes des chaînes d'approvisionnement au début de cet appel. Et puis, ça, ce que j'inclus là-dedans aussi, c'est les problèmes pour obtenir de la main-d'œuvre qualifiée. Dans vos entreprises, vous avez sûrement eu ce problème-là. Les sondages qu'on voit, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, nous indiquent que plus de 80 des compagnies nous disent qu'elles ont des problèmes à obtenir assez de main-d'œuvre qualifiée. Et encore une fois, ça, c'est très, très vrai pour la restauration, mais dans plein d'autres entreprises aussi. Le camionnage en particulier crée des bouchons dans pour l'approvisionnement de biens. Alors, je pense, puis ça pourrait peut-être être un point de vue un peu controversé, je pense que la réduction des programmes de bénéfices aux employés directs pourrait aider d'une certaine façon. Alors, ça pourrait encourager certains travailleurs à se mouiller les pieds, finalement, à revenir dans le marché du travail, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui ne sont pas encore revenus. Et puis, il ne manque pas d'emploi. Ça, c'est clair. Il ne manque pas d'emploi dans plusieurs domaines. Dans certains autres domaines, de haute technologie et tout ça, c'est sûr qu'il va falloir penser à l'entraînement, à l'éducation et toutes ces choses-là. Mais il y a assez de travail en ce moment, ce qui, économiquement parlant, est une bonne chose pour la consommation. Avançons d'une page.
Alors, on parle de, ici, on vous montre le taux d'épargne, le taux d'épargne excédentaire qui a atteint des records l'an dernier. Finalement, quand on ne peut pas voyager, quand on ne peut pas sortir au restaurant, ben, on économise. Puis c'est aussi le phénomène qui a entraîné tellement, tellement de demandes. C'est pas juste vrai au Canada, au Québec, mais aussi aux États-Unis puis en Europe. C'est ça qui a entraîné tellement de demandes pour les bicyclettes, pour tout ce qui est équipement de récréation, de divertissement, toutes ces choses-là. Et ça a créé un énorme stress dans les lignes d'approvisionnement aussi parce que les gens avaient tellement d'épargne. Comme je vous ai dit, un niveau record d'épargne, on parle de presque 100 milliards de taux d'épargne excédentaire l'an dernier. C'est sûr que ça a baissé cette année, mais ça reste à un très, très bon niveau. Évidemment, aux États-Unis, les Américains font ce que les Américains font toujours. Quand ils ont de l'argent, ils la dépensent. Mais je dirais qu'il reste quand même un certain montant d'épargne excédentaire aux États-Unis, ce qui devrait maintenir leur économie. C'est très, très important. Évidemment, notre partenaire commercial le plus important, c'est les États-Unis. 80 de nos exportations vont là, presque 80 et donc, ce qui arrive aux États-Unis a un gros impact, une grosse répercussion sur nos entreprises et sur notre économie. Alors, ce que je vous dirais, c'est que pour les États-Unis, qui est une économie à 70 plus orientée sur la consommation et les services, c'est quand même un bon signe qui est de l'épargne excédentaire. Alors, avançons d'une page. Le bond de l'inflation est-il temporaire? Tout le monde parle d'inflation. Si vous regardez RDI, si vous lisez les journaux, tout le monde parle d'inflation. Comment se protéger contre l'inflation? Bon, mais d'abord, parlons de macroéconomie. On n'a jamais vu un tel taux d'inflation au Canada. Si vous voyez le 4,4 en bleu, c'était du jamais vu depuis plus de 20 ans. Alors, là, la question de l'heure, c'est à savoir, est-ce que ça va être temporaire ou est-ce que ça va être un phénomène un peu plus sinistre qui va continuer? Parce que ceux qui se souviennent de l'histoire économique et se rappellent des années 70 et du début des années 80, ce n'était pas de bonnes périodes. Pour enrayer l'inflation, il a fallu augmenter les taux d'intérêt. Paul Volcker, le président de la Réserve fédérale à l'époque, a augmenté les taux d'intérêt presque à 20 Évidemment, ça a sabordé la croissance économique et ça fait très, très mal au marché immobilier en même temps, comme vous pouvez vous y attendre. On n'entrevoit pas, en tout cas en ce moment, un scénario semblable. On est très, très loin de là. Alors, toute cette discussion dont j'entends parler, il y a beaucoup de gens qui parlent de stagflation. On s'en va vers un environnement stagflationniste. Ben, d'abord, il y a eu très, très peu d'événements de stagflation dans l'histoire économique canadienne. Il faut encore revenir aux années 70. Et ça, c'était un environnement où l'OPEP avait beaucoup plus de puissance. L'économie était beaucoup plus axée sur le pétrole. Et donc, l'augmentation des prix du pétrole ont eu vraiment un impact, un très, très gros impact inflationniste. Puis en même temps, avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça fait baisser la croissance économique, donc stagflation. On est loin de là en ce moment. Je pense que la croissance économique continue à être forte. Encore une fois, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a des problèmes d'offres, il y a des problèmes de demande. En ce moment, on a des problèmes d'offres. Les concessionnaires de voitures, par exemple, ne peuvent pas s'approvisionner assez vite pour rencontrer la demande. C'est la même chose pour les concessionnaires de Winnebago ou pour les magasins de sport. Donc, nous, ce que ça nous dit, c'est que s'il n'y a pas de récession, puis encore une fois, on pense qu'il y a une très, très basse probabilité de ça, donc on écarte un peu cette possibilité. Ce n'est pas notre scénario de base. Donc, dans un contexte, dans une conjoncture d'économie qui est encore en croissance, la demande devrait encore être là en 2022 et en 2023. Et donc, l'avantage, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir des étranglements des chaînes d'approvisionnement, mais s'il y a un avantage, c'est que ça pourrait étendre la durée du cycle économique. Donc, j'aime toujours prendre l'exemple des compagnies de voitures. Historiquement, les compagnies de voitures voyaient énormément de demandes, faisaient des profits de 5 milliards de dollars une année, et l'an d'après, ça baissait à un break-even, et l'an d'après, c'était une perte de 2 milliards. Donc, ça, c'est un boom-bust qui n'est pas particulièrement intéressant économiquement. On pense que parce que l'offre n'a pas été capable de rencontrer toute cette demande à cause des épargnes excédentaires,
ou qui a été causée par les épargnes excédentaires, on pense que la demande sera encore là donc, en 2022, en 2023. Donc, les profits vont être moins élevés en 2021 qu'ils n'auraient pu l'être, mais ils vont être plus élevés en 2022 et 2023. Et d'un point de vue du marché boursier, on aime voir ça. On aime la stabilité, on aime la constance des rendements, finalement, plutôt que des pics et des creux. Je pense que ce que vous allez voir, c'est le genre de phénomène qu'on va voir dans plusieurs domaines, que ce soit au détail, que ce soit à niveau voyage, le secteur manufacturier, certainement, puis le secteur, quand on parle du secteur immobilier aussi. Alors, l'inflation est-il temporaire? Est-il quelque chose de plus sinistre? C'est dur de se prononcer là-dessus. Moi, je pense que c'est un plus grand risque que ce que certains pensent. Donc, ce que ça va prendre, c'est certaines augmentations des taux d'intérêt qui devraient commencer en 2022. Peut-être que les États-Unis vont commencer même avant ça. C'est quelque chose à regarder parce que une fois que le démon de l'inflation sort, il est très, très dur à contrôler. Encore une fois, le parallèle des années 70 devrait vous montrer ça. Avançons d'une page. Donc, inflation et déflation au Canada. Évidemment, l'essence est en augmentation. L'essence, le gaz naturel. Quand on parle des véhicules neufs, on regarde à droite du tableau ici. Les logements, évidemment, le prix des maisons a augmenté en flèche. Donc, c'est là où on voit vraiment l'inflation. Il y a certains, puis la nourriture aussi. Bien sûr, la nourriture augmente de beaucoup. Vous le voyez au supermarché. Il y a certains services qui créent un peu de déflation, qui empêchent, ou si vous voulez, qui retiennent un peu l'inflation. Mais collectivement, les secteurs inflationnistes sont beaucoup plus importants. Et puis, quand on parle d'essence, avançons d'une page. OK. Alors, variation moyenne des prix prévus l'an prochain. On vous en a parlé. On parle de presque 4 %. Voilà les facteurs qui touchent les entreprises canadiennes et aussi évidemment les entreprises québécoises. Pénurie d'intrants, donc les intrants de production, matières premières et autres. Pénurie de main-d'œuvre, on en a parlé, au-dessus de 80 % des répondants disent avoir de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et les contraintes de distribution. Puis ça part des ports en Asie où le prix des conteneurs, au moins le prix des conteneurs a baissé récemment. Alors ça, c'est quand même encourageant. On a vu dans le dernier mois une baisse de 20 %, mais une baisse de 20 % par rapport à des prix records. Alors c'est quand même très, très élevé. C'est quand même dur de se trouver des contenants pour les mettre sur des navires qui vont les transporter au port nord-américain. Alors ça, c'est un gros bouchon. Puis ensuite, la distribution, le manque de camionneurs, tout ça, c'est un problème en Amérique du Nord, sur le territoire nord-américain. Alors ça, il n'y a pas de solution à très court terme, mais comme je vous l'ai dit, il y a certaines lueurs d'espoir quand ça vient aux semi-conducteurs, quand ça vient au transport maritime aussi. Avançons d'une page. Alors ça, on en a parlé aux États-Unis. C'est sûr que les salaires augmentent. Les salaires augmentent. Alors, ce que je vous dirais, on est en page 11, une page en arrière. En arrière, oui. Alors, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que c'est sûr que tout le monde cherche des employés, donc les salaires augmentent, que ce soit des bonus de signature, que ce soit des meilleures conditions de travail, mais généralement, les salaires augmentent. Ça, c'est clair, et on le voit au Canada aussi. Alors, dans le fond, pour voir si l'inflation, à mon avis, pour voir si l'inflation va devenir vraiment un problème à long terme, à plus long terme, sur plusieurs années, je pense que c'est vraiment la variable qu'il faut regarder parce que historiquement, c'est quand on voit une flambée des salaires que l'inflation devient plus persistante. Alors, encore une fois, il va falloir voir si avec un certain niveau, avec une augmentation de l'immigration, par exemple, au Canada, ça pourrait aider à un certain niveau. Il y a d'autres facteurs qui pourraient aider, mais généralement, les salaires sont en augmentation. Alors, il ne faudrait pas que
les salaires augmentent à plus que 5 annualisé, généralement parlant, parce que ça créerait un phénomène, une spirale inflationniste. Historiquement, c'est ce qui est arrivé. Encore une fois, on n'est pas encore là, mais c'est un risque à surveiller. Avançons encore d'une page. OK, alors le prix de l'immobilier, tout le monde le sait. Si vous cherchez un chalet autour de Tremblant, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté en flèche. On parle de 45-50 année sur année. Si vous pouvez attendre, peut-être que ça vaut la peine d'attendre avant d'acheter un chalet. Mais regardez les grands centres urbains. Montréal a augmenté plus que Toronto. Ça, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Beaucoup plus que Vancouver aussi. Puis le phénomène, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la COVID-19, il y a un phénomène, le boom des cours arrière, c'est ce qu'on appelle ça. Le phénomène du boom des cours arrière, c'est que les gens cherchent plus d'espace. Surtout avec le télétravail ou le travail hybride, où on rentre au travail, on rentre au bureau de temps en temps, qu'on travaille de la maison. D'autres jours, les gens se cherchent plus de place. C'est normal, c'est un phénomène qu'on voit partout en Amérique du Nord. Et c'est pour ça qu'on a vu le prix de l'immobilier des banlieues augmenter beaucoup plus que ceux des centres urbains. On voit Hamilton est en tête de file. Hamilton, c'est pas loin d'où j'habite, mais c'est quand même, j'habite pas loin du centre-ville de Toronto, c'est quand même 1 heure de route, facilement 1 heure de route. Ça, c'est sans circulation. Alors, c'est quand même assez loin de Toronto, puis on voit une augmentation moyenne de 27 annualisée. Alors, est-ce que le marché va baisser de température? Est-ce qu'il va y avoir un repli du marché immobilier? Ben, c'est Bonjour, je pense qu'on a été coupé. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Parfait. Alors, euh, on ne voit pas de crash du marché immobilier en ce moment. C'est sûr qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va rendre les maisons plus chères, plus difficiles à acheter. Ça, c'est clair. Et on pense que les taux d'intérêt vont augmenter. On ne pense pas qu'ils vont monter en flèche, par contre, à court terme. Alors oui, il va y avoir une tendance haussière dans les taux d'intérêt. Je pense que c'est normal avec la discussion qu'on a eue sur l'inflation et tout ça. Mais ce ne sera probablement pas assez pour créer un crash de l'immobilier comme on l'a vu au début et jusqu'au milieu des années 90. Puis le parallèle est quand même intéressant parce que j'ai vu, il y a des questions qu'on a reçues d'avance de l'auditoire. Est-ce qu'on voit un crash de l'immobilier? En ce moment, non. Parce que en 96, quand on a eu le janvier 96, en fait, c'était le pire mois depuis des décennies pour la construction de maisons au Canada. La raison pour ça, ce n'était pas vraiment les taux d'intérêt non plus, parce que les taux d'intérêt avaient baissé avant cette période-là. C'était un manque de confiance économique. Le problème, c'était plus le chômage que d'autres choses. Alors, c'est sûr que les taux d'intérêt ont toujours une influence sur l'immobilier, mais je dirais qu'il y a quelque chose d'encore plus important et certainement plus important pour expliquer une chute potentielle du marché. Ce serait une récession ou vraiment un manque de confiance économique, la perte d'emploi. Parce que finalement, c'est moins les taux d'intérêt que d'avoir confiance qu'on va avoir un emploi. C'est ça qui incite les gens à acheter des maisons ou à acheter des maisons plus chères ou plus grandes pour leur famille. Avançons d'une page. Alors, en page 13, comme vous le voyez, le taux à court terme de la Banque du Canada est à 0,25 on est à peu près là pour les États-Unis aussi. On pense que, comme je vous l'ai dit, première hausse du taux directeur, probablement fin 2022 au Canada. Ça pourrait arriver avant aux États-Unis. Généralement, on va toujours suivre la tendance américaine. Et puis à droite du tableau, vous voyez l'obligation à 10 ans. Puis l'obligation à 10 ans, le taux d'intérêt à long terme, finalement, c'est la pierre angulaire du marché financier. C'est ce qu'il y a de plus important à regarder. Vous voyez la trajectoire du Canada en bleu et des États-Unis en vert. Finalement, la corrélation entre les deux est d'à peu près 95 dans les 30 dernières années.
Si les taux d'intérêt américains augmentent, généralement, les taux d'intérêt canadiens vont augmenter aussi. C'est toujours le cas et il y a des raisons quand même intuitives pour ça. Bon, le 10 ans a augmenté cette année, c'est clair. On est rendu à 1,6, 1,7 on pense que ça pourrait quand même augmenter jusqu'aux 2 aux États-Unis fin 2022. C'est possible que ça aille un petit peu plus haut que ça, mais pas beaucoup plus non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que, et ça c'est très important, il ne faut pas oublier que internationalement, il y a encore plusieurs pays développés, comme la Suisse, qui ont des taux d'intérêt négatifs. Alors, des taux d'intérêt négatifs, ce que ça nous dit, c'est que les gestionnaires de fonds de placement et de fonds de pension, s'ils peuvent le faire, vont acheter des obligations aux États-Unis, en Amérique du Nord, aux États-Unis surtout, mais aussi au Canada, parce que les rendements sont quand même meilleurs qu'en Europe. Donc ça devrait quand même ralentir l'augmentation des taux d'intérêt pour le Canada. Et qui, en plus, appuie notre point de vue que l'économie va continuer à augmenter. Alors là, je vais sauter quelques graphiques. Allons en page 15, s'il vous plaît. En page 15, on parle des budgets provinciaux, des budgets en général. Le budget fédéral est très déficitaire à cause de la COVID-19. Ça, c'est sûr. Mais avec l'augmentation des revenus, puis les revenus d'impôt sont quand même en avance par rapport à ce à quoi on s'attendait récemment. Alors ça, c'est quand même encourageant. C'est sûr qu'avec la reprise économique, les déficits vont être réduits. Puis aussi parce que la plupart des mesures de soutien, ou plusieurs des mesures de soutien vont être réduites. Donc, les déficits devraient baisser. Quand on parle du Québec, le Québec n'est pas en mauvais état en termes de déficit. Les mesures de réforme économique qui ont été mises de l'avant par le Québec ont quand même porté fruit. Et donc, le Québec est en bonne position. Puis on pense que le budget du Québec devrait être balancé d'ici 2024-2025, ce qui est pas trop mal, pas trop mal du tout. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour la dette. Puis j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt de notre auditoire là-dessus. Les gens s'inquiètent pour la dette et c'est sûr que c'est un risque à long terme. Je vous dirais que c'est un risque qui est gérable à court terme, encore une fois, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas. Donc, les coûts de financement sont très bas pour les différents gouvernements. Donc, c'est une situation qui est soutenable à court terme. C'est sûr qu'il faut éventuellement être plus discipliné, puis empêcher que le ratio de dette au PIB continue à augmenter. Donc, avant, quand on regarde le Canada, on était à peu près à 30 ratio de dette au PIB. On est rendu à peu près à 50 maintenant. Donc, c'est pas trop mal par rapport à d'autres pays. Le Japon est au-dessus de 200 par exemple. L'Italie, loin au-dessus de 100 Alors, par rapport à d'autres pays développés, on n'est pas en très mauvais état, mais il ne faut pas toujours faire des comparaisons relatives. Il faut être discipliné nous-mêmes. Et ça commence avec les gouvernements. Alors, dernière page, page 16. On ne peut pas faire de présentation économique sur le Canada sans parler du prix du pétrole. Et le prix du pétrole a été extrêmement fort. Vous l'avez vu. Après un écroulement total l'an dernier, qui a été causé vraiment par deux choses. Ça a été causé évidemment par l'évaporation de la demande de voyage à cause de la COVID et aussi du manque d'entente entre la Russie et l'Arabie saoudite en particulier. Il y a eu une guerre de production, si vous voulez, qui a fait mal à tous les producteurs de pétrole. Bon, l'autre chose aussi, quand on regarde le marché, on regarde la valeur des titres d'énergie qui se sont complètement écroulés l'an dernier, mais qui rebondissent très fort cette année. Je pense que le problème, c'est qu'il y a eu toute une discussion, puis ça, je l'ai vu dans les médias québécois aussi, une discussion comme quoi on pouvait se diriger vers une économie verte à très court terme. Mais ce n'est pas si facile que ça. La transition entre le gaz naturel, le pétrole et l'énergie solaire, éolienne et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y a des gens qui avaient des illusions un peu utopiques de ce côté-là. Et c'est clair que ça ne va pas se produire. C'est clair que ça ne va pas se produire. On n'a qu'à voir le prix du gaz naturel qui augmente.
il est à des niveaux records en Europe et en Asie. C'est un vrai problème, mais c'est un avantage pour le Canada, pas juste pour les provinces, pas juste pour la Saskatchewan, Alberta et Terre-Neuve, mais pour le Canada en général, en termes de position fiscale, puis en termes de notre marché, bien sûr, parce que 12 de notre marché est composé de titres d'énergie qui ont une très, très forte performance en ce moment. On pense, dans le fond, un parallèle dont j'ai écrit et dont j'ai parlé, quand on parle du marché comme tel, du marché boursier, c'est un peu comme si les actions d'énergie canadiennes étaient semblables aux actions de tabac des années 90 aux États-Unis. On a vu que dans les années 90, les compagnies de tabac ont donné 200 milliards de dollars de compensation aux différents États, de compensation médicale finalement. Les actions se sont complètement écroulées parce que les investisseurs pensaient que c'était un secteur mort qui ne reviendrait plus. Bien, devinez quoi, dans la prochaine décennie après ça, commençant en 99, ça a été un des secteurs les plus performants du monde, finalement, parce que le cash flow était tellement élevé. Je pense qu'on pourrait avoir une situation un peu semblable au Canada et pour le secteur de l'énergie en particulier. Il ne faut pas non plus oublier que le gaz naturel, c'est un liquide quand même qui est relativement propre. Pas complètement propre, mais certainement moins sale que le charbon. Alors, pourquoi je vous dis tout ça pour le pétrole? Ce n'est pas juste pour les actions d'énergie, c'est aussi pour le dollar canadien. La valeur du dollar canadien, c'est très important pour l'auditoire, c'est très important pour tout le monde. On pense qu'on a un vent de dos pour le dollar canadien. Vous voyez la corrélation entre le cours du dollar en bleu et le prix du pétrole en vert. Je pourrais vous ajouter le prix du cuivre, qui est aussi très fort en ce moment, et vous verriez une très, très bonne corrélation aussi. Donc, généralement, quand le pétrole augmente, le dollar canadien augmente, et c'est vrai des devises des autres producteurs de matières premières aussi. Alors, dans le fond, c'est vrai que le dollar canadien a pris de la valeur, mais moins qu'on aurait anticipé selon la relation historique entre le pétrole et le dollar. Alors, on pense que le dollar canadien pourrait encore augmenter de quelques cents facilement, ce qui a un impact sur la compétitivité des compagnies canadiennes. Mais de toute façon, c'est notre point de vue. On pense que le pétrole, les matières premières sont bien soutenues à court terme et que le dollar canadien devrait continuer à augmenter. Pas jusqu'à la parité, mais de quelques cents. Alors, pour résumer notre point de vue, on est encore confiant que la reprise va continuer en 2022-2023. Il y a une très, très basse probabilité de récession, à notre avis. Le grand risque en ce moment, c'est l'inflation. Et puis, ça, je devrais ajouter, la meilleure façon de protéger vos portefeuilles contre l'inflation, parce que j'ai eu cette question-là souvent aussi, ben, c'est d'acheter des actions d'énergie, des actions de matières premières, des actions industrielles et financières généralement performent bien en période inflationniste. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on compte la pondération de tous ces secteurs-là dans le TSX, c'est à peu près 70 du marché. Alors, dans le fond, le marché canadien est bien structuré pour vous protéger, pour protéger vos portefeuilles personnels contre l'inflation, mieux que le marché américain. C'est un peu pour ça qu'on pense que le marché canadien va continuer à surperformer le S&P 500 cette année pour la première fois depuis 2016. C'est très rare qu'on surperforme, mais quand les matières premières sont fortes, le marché canadien a tendance à bien réussir. Donc, ça, c'était sur l'inflation. Il va vraiment falloir surveiller l'augmentation des salaires, parce que ça, c'est la variable la plus importante pour voir si l'inflation va être un phénomène temporaire ou plus sinistre à plus long terme. On pense que le dollar canadien va augmenter. On pense que le taux de chômage va continuer à baisser. Donc, les grands risques, l'inflation, qui est quand même reliée au problème de chaîne d'approvisionnement, mais il y a une lueur d'espoir de ce côté-là aussi. Alors, sur ce, peut-être que je vais arrêter et redonner la parole à Karine ou à Max. Max. Alors, Max, ça va être à toi. Vas-y avec la période questions. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour la super belle analyse aujourd'hui.
Et pour ceux qui étaient avec nous en avril dernier, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu, dans le fond, une progression de ta première présentation à aujourd'hui, avec des faits, justement, qu'on avait discutés en avril dernier, avec des possibilités d'inflation, de courbes montantes, descendantes. Aujourd'hui, dans ta présentation, on voit les résultats du suivi de cette présentation-là. Donc, c'est une excellente, comment je pourrais dire, après réunion d'avril. Donc, bien hâte à 2022 de ta prochaine évaluation avec nous. Ce qu'on va faire présentement, on va passer à travers les questions-réponses. On a reçu plusieurs questions avant l'événement d'aujourd'hui, mais aussi on a reçu des questions pendant ta présentation. Et j'invite les gens de continuer à poser des questions dans le chat parce que je les reçois sur mon deuxième écran pendant pendant qu'on fait notre présentation. Donc, Stéphane, commençons. Attaquons les questions. Commençons par une première question qu'on a reçue justement de l'Est de Montréal, qui a dans le fond 3 axes. Donc, allons-y. Le PIB peut-il continuer à croître compte tenu de toutes les forces négatives? Donc, trois axes, les changements climatiques, donc on n'a pas parlé beaucoup de changements climatiques, les données démographiques et les inégalités de croissance. Donc, ça vient rejoindre certains points de ta présentation. Je te laisse aller. Oui, non, c'est une très bonne question. Je dirais que la réponse très courte, c'est oui, l'économie peut continuer à croître. C'est sûr qu'il y a des risques. C'est sûr qu'il y a des risques. Commençons avec, si on regarde l'inégalité, l'inégalité, ce n'est pas un phénomène qui est neuf. Hein. Ça existe depuis toujours. Et quand on regarde la polarisation de la richesse, elle est quand même très, très importante. Puis elle continue à augmenter dans certains pays, surtout des pays en voie de développement. Je vous dirais que malgré ça, la croissance économique a réussi à continuer. Puis un bon exemple de ça, c'est la Chine. Il y a beaucoup, beaucoup de polarisation de la richesse en Chine, mais il y a quand même 800 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. Alors, ils sont quand même dans une beaucoup meilleure situation socio-économique qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans, mais même il y a 20 ans. Alors, comme quoi la croissance économique peut continuer malgré l'inégalité. Mais c'est sûr que l'inégalité, c'est quelque chose qui va peut-être falloir, c'est une des raisons pour lesquelles Biden a été élu président des États-Unis. Il y a de la difficulté avec son propre parti, mais c'est un des signes, à mon avis, que ça commence à rentrer dans le débat. Donc, c'est un très bon point à susciter. Le réchauffement de la planète. Est-ce que j'ai parlé du pétrole. C'est sûr qu'il va falloir diminuer notre consommation de pétrole. Je veux juste être très, très clair là-dessus. C'est juste que la transition à une économie d'énergie verte ne se fera pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais il ne faut pas oublier que même s'il va y avoir une certaine perte de croissance au niveau de, au niveau de l'énergie traditionnelle, il y a toutes sortes de possibilités de croissance pour l'énergie renouvelable. Euh, le solaire, quand on parle des éoliennes, euh, le gaz naturel liquéfié, qui est quand même, encore une fois, moins pire que le charbon. Alors, il y a toutes sortes de nouvelles industries qui sont créées en ce moment pour essayer de ralentir ce réchauffement global qui est clairement un énorme problème. Et puis, je vous dirais que l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'innovation. Vous êtes à Montréal, et vous le savez très bien, il y a plein de compagnies très, très existantes en intelligence artificielle, que ce soit Internet of Things, cloud computing, toutes sortes de créneaux vraiment très intéressants dans lesquels il y a beaucoup de compagnies de technologie qui investissent. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des industries en déclin, puis il va y en avoir en essor, mais au fin du compte, en bout de ligne, je pense au moins pour les quelques prochaines années, on s'en va vers une situation où la croissance pourrait augmenter grâce à toutes ces nouvelles industries. Pensez à l'industrie spatiale, quelque chose qui n'existait même pas il y a 5 ans. Grâce à Elon Musk et d'une certaine façon Jeff Bezos, c'est la course vers l'espace. Il y a toutes sortes de potentiel là-dedans. Et regardez la constellation de satellites qu'Elon Musk a lancée. Alors, il y a toutes sortes d'innovations qui se passent. C'est absolument normal dans une économie,
Il peut y avoir des dos d'âne, si vous voulez, au niveau de la croissance, parce que les nouvelles industries ne sont peut-être pas nécessairement au point ou ne contribuent pas autant que les anciennes industries, mais en bout de ligne, l'économie va continuer à croître. On est convaincu de ça. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Regardez la pondération. En 1900, la pondération du marché américain était à 70 des lignes ferroviaires. C'était des compagnies de trains. 70 du marché boursier américain étaient des trains. Maintenant, on est à peu près à 1 du marché, de la capitalisation boursière qui est dans des compagnies ferroviaires. Et pourtant, ces compagnies-là sont très productives. Ce sont de très, très bons investissements. C'est la transition normale dans une économie, je veux dire. Super, merci beaucoup Stéphane. Toujours très détaillé, c'est apprécié. On a plusieurs investisseurs immobiliers aussi sur la ligne et donc ça, c'est une question, en fait, j'ai vu plusieurs fois. Bon, on parle beaucoup d'inflation dans le monde immobilier, les maisons de propriété, etc. Et la question qui vient suivant est, bon, il aimerait savoir votre conseil, votre avis sur le marché locatif multifamilial. Quelles sont les perspectives de croissance ou est-ce qu'il y a des raisons de faire preuve de prudence vu l'inflation dans tous les axes différents de l'immobilier, là? Ouais, je répondrai à ça de deux façons. D'abord, il faut être prudent quant au prix qu'on paye. Alors, quand on parle de cap rates qui sont en dessous de. J'ai vu des cap rates à 3,5 3,5 à 4 ça me semble très, très bas. Et si on paye un tel prix pour acheter une propriété de location, c'est sûr qu'on est vulnérable à une augmentation des taux d'intérêt. Alors ça, il ne faut pas se le cacher. Donc oui, je serais prudent. Je serais prudent de ce côté-là, surtout par rapport au prix d'acquisition. Peut-être qu'il y a des propriétés qui sont disponibles, qui peuvent être rénovées, puis on peut avoir un cap rate dans les 4,5 à 5 je serais beaucoup plus confortable avec ça. Quand on parle des perspectives, l'autre côté de la médaille, c'est la demande de logements à louer. Elle est encore très, très forte. Elle est très forte, comme vous le voyez à Montréal, c'est très fort à Toronto, vraiment extrêmement fort, et un peu partout au Canada. Alors, en bout de ligne, il n'y a pas eu assez de construction de logements à louer. Et puis, on se retrouve dans une situation où toute l'offre est prise presque immédiatement. Alors, donc, ça permet, selon les lois locales, ça dépend au Québec, c'est différent dans l'Ontario. En Ontario, c'est beaucoup plus facile d'augmenter les loyers, surtout suite à des rénovations. On a vu beaucoup de compagnies publiques dans ce marché-là. On parle de CapREIT, on parle d'Interrent, Killam Properties, tout ça. Ils sont en mesure d'augmenter leur loyer année sur année, surtout après les restrictions de la COVID-19. On parle de 5 à 10 par année. Donc ça, c'est quand même très intéressant au niveau du revenu potentiel pour ces propriétés-là. Alors, il faut balancer le prix d'acquisition, mais les perspectives d'augmentation de loyer, à notre avis, sont encore très, très bonnes. OK. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Stéphane. Apprécié. Pour donner le sens du temps, passons tout de suite à la troisième question. Bon, tu as abordé le point un peu durant la présentation. Si on regarde le focus vraiment sur le dollar canadien, euh, quelles sont les prévisions tant qu'à l'évolution du dollar canadien, on pourrait dire à court moyen terme, exemple 2022, 2023? Oui, c'est ça. J'en ai parlé sur la dernière page. Ce que je dirais, c'est que ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre du prix du pétrole, des matières premières. Il y a vraiment deux facteurs qui ont une grosse influence sur le dollar canadien. Les matières premières, c'est le plus important. On l'a vu. L'autre chose aussi, c'est que c'est le différentiel des taux d'intérêt. Quand je parle de différentiel de taux d'intérêt, c'est évidemment par rapport aux États-Unis. Si les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt plus vite que nous, ils vont attirer du capital vers les États-Unis. Et donc, ça pourrait mettre un peu de pression à court terme sur le dollar canadien. Mais encore une fois, je dis à court terme parce que la Banque du Canada va sûrement suivre la Réserve fédérale américaine après quelques mois. Donc, ça devrait se balancer, mais c'est quand même un impact à court terme. Donc, je vous dirais, dans la prochaine année, on pense que le dollar canadien peut continuer à augmenter. En 2023, c'est plus complexe. Ça va vraiment dépendre de la croissance économique mondiale, la croissance économique chinoise en particulier,
et son impact sur les matières premières. Alors, je ne me prononcerai pas trop sur 2023 en ce moment, mais pour 2022, on pense que le dollar canadien est bien soutenu. OK. Super. Merci, Stéphane. Donc, prochaine question. C'est une question quand même assez focus, bon, pour nos franchisés. J'aimerais connaître les prévisions économiques pour 2022-2023 pour les petites entreprises, plus spécifiquement les franchisés. Est-ce que ce secteur sera-t-il touché par un grand nombre de prêts douteux consentis en raison de la pandémie? Donc, on a vu plusieurs prêts pour ce développement. C'est une question assez générale. Hein? C'est peut-être. En fait, Maxime, peut-être que toi, tu pourrais répondre à la question. Mais ce que je dirais, c'est que, de notre point de vue, le cycle du crédit en ce moment est très, très fort. Pas pour toutes les industries, mais généralement parlant, quand on regarde les mauvaises créances des banques, elles sont en baisse. Ça, c'est vrai partout aux États-Unis, c'est vrai au Canada aussi. Donc, les banques sont en bonne position. Les départements de risque devraient être prêts à faire des prêts à des compagnies viables, surtout étant donné la conjoncture économique qui est quand même assez forte. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ça dépend des industries, mais selon les sondages et les modèles qu'on a vus, les intentions de prêt aux compagnies sont quand même fortes. Et puis, ça dépend beaucoup de l'environnement, du crédit, des mauvaises créances, comme je l'ai dit. Et puis ça, c'est positif en ce moment. Alors, sous toute réserve, je vous dirais que l'environnement devrait être relativement favorable, mais c'est peut-être une meilleure question pour les experts qui sont en ligne. Parfait, merci Stéphane. Et bon, en fond, pour tous nos entrepreneurs dans le secteur des franchisés, je vous invite bien sûr à communiquer avec nos équipes pour avoir plus d'informations sur la santé de votre entreprise au niveau du crédit, mais aussi opérationnel. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a le temps pour une dernière question un peu plus complexe. On a parlé de l'énergie plus tôt, on a parlé du green energy, de l'énergie verte. Et cette question, dans le fond, vient vraiment du centre central de Montréal, l'expression crise de l'énergie. Fait l'objet de plaisanteries dernièrement, compte tenu de la hausse des prix du pétrole et du gaz. Prévoyez-vous une augmentation du travail et des dépenses en immobilisation dans le secteur pétrolier? Et si oui, pendant combien de temps? Oui, c'est pour les chauffeurs de taxi, c'est pas une plaisanterie, ça c'est sûr. Non, c'est sûr que le prix de l'essence a augmenté, va rester quand même très, très élevé. La réponse, à mon avis, clairement, c'est oui, il va y avoir plus de dépenses pour augmenter la production, mais dans le fond, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on peut augmenter la production de pétrole du jour au lendemain. Ça se fait pas comme ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de travail, de forage, et il y a toutes sortes d'équipes de compagnies de services qui sont impliquées dans une augmentation de la production. Puis ce qui s'est passé, puis la raison pour laquelle, à notre avis, le pétrole et le gaz naturel, généralement, le gaz naturel est produit en même temps que le pétrole. C'est pas toujours le cas, mais souvent ça arrive. Alors, étant donné que les investisseurs ont décidé de ne plus donner de capital à l'industrie de l'énergie, ils ont sabré leur production énormément dans les 2 dernières années, mais même plus que ça dans les 3 dernières années. Alors maintenant, ça prend des prix plus élevés pour les encourager à augmenter leur offre, leur production. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait à court terme. Alors, c'est pour ça que quand je parle à nos analystes de Calgary, ils n'excluent pas la possibilité de voir au-dessus de 100 du baril. Puis ça, ils le disent depuis quelques mois. À l'époque, on était à 60 du baril. Ça semblait un peu loufoque comme idée d'arriver à des prix aussi élevés. Mais maintenant, au-dessus de 80 ça me semble vraisemblable. Alors, il n'y a pas de solution à court terme. La seule solution pour les hauts prix, c'est les hauts prix. C'est la vieille expression de l'industrie énergétique. Donc, super. Merci beaucoup, Stéphane. On a reçu plusieurs questions. Je suis désolé pour pouvoir toutes les poser à Stéphane aujourd'hui. C'est des événements qu'on essaie de faire semi-annuellement. Donc, on va avoir d'autres événements comme ça qui vont venir. On m'a dit, j'ai le temps pour une dernière question rapide. Donc,
Dans le vif du Alors, sujet, Stéphane, c'est une question qu'on voit souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux, un peu partout. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de la crypto-monnaie dans les 6 à 12 prochains mois ou 24 prochains mois, en Amérique du Nord spécialement? Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les médias. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est devenu très d'actualité de parler de crypto-monnaies, de Bitcoin, d'Ethereum, tout ça. Écoutez, le fait qu'on ait maintenant des instruments financiers qui permettent d'investir ou de spéculer, dépendant de la perspective, mais d'investir dans Bitcoin, on en a déjà au Canada. Puis maintenant, il y en a un qui vient de sortir sur les futures américains. Ça vient de sortir cette semaine, en fait, ou à la fin de la semaine dernière. Alors ça attire encore plus d'attention. Je vous dirais que c'est vraiment intéressant comme idée, mais je dirais que c'est plus un argument religieux parce que moi, peut-être que je suis trop vieux, mais ce que j'aime dans les compagnies, ce sont les taux de dividendes, c'est le cash flow, tout ça. Bitcoin ne produit rien de ça. Finalement, c'est un argument religieux pour les gens qui ne croient pas aux monnaies traditionnelles, particulièrement le dollar américain, et surtout parce que les gouvernements ont toujours eu la capacité d'en imprimer autant qu'ils veulent. Et ça, c'est sûr que c'est un problème. Et ça aussi, ça peut devenir très, très inflationniste. Donc, je comprends l'argument de dire, OK, pour Bitcoin, c'est pas vrai pour toutes les crypto-monnaies, mais pour Bitcoin, on a un nombre limité de Bitcoin, donc il devrait garder sa valeur. Et puis, le problème, c'est que d'utiliser comme mode de paiement, c'est pas encore très facile. C'est sûr qu'il y a Mastercard qui commence à faire des ouvertures de ce côté-là. Donc, ça va devenir de plus en plus utile de ce côté-là. Mais encore une fois, les crypto-monnaies ne génèrent pas de cash flow comme tel. Euh, c'est comme dire que un dollar qui valait un dollar il y a 15 ans en vaut aujourd'hui 66 000. J'ai de la misère à recommander ça pour ces raisons-là, mais je comprends la fin. Super. Merci Stéphane sur l'axe de Merci. crypto-monnaie, toujours apprécié. Donc, on va terminer. Un gros merci de Stéphane pour la période des questions-réponses et à tous qui ont participé justement à poser des questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais donner le mot de la fin à Karine et je vous souhaite passer une excellente semaine à tous. Merci. Merci. Et voilà, notre conférence tire à sa fin. Max, merci d'avoir animé la période de questions. Stéphane, comme à l'habitude, merci infiniment pour cette présentation qui est simple à comprendre, qui est d'actualité, qui est très pertinent. Chers clients, vous avez pu entendre les perspectives régionales et mondiales de Stéphane Rochon, directeur général et stratège Action BMO, gestion de patrimoine. Nous sommes ravis que vous ayez pu vous joindre à cette conversation virtuelle. Il est important pour nous de partager cet aperçu avec vous et nous espérons que vous avez apprécié la session. Vos commentaires sont importants en vue de constamment nous améliorer. N'hésitez pas à nous transmettre votre rétroaction. Aussi, nous vous invitons à visiter notre site internet BMO Ressources Petites Entreprises où nous ajoutons régulièrement des outils, des calculatrices et des vidéos visant à vous soutenir dans la gestion de votre entreprise. Allez jeter un coup d'œil, c'est très pertinent, très intéressant. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous et surtout, merci de nous faire confiance. Alors que s'achève le mois de la petite entreprise, nous aimerions à nouveau souligner l'impact et les contributions incroyables que vous avez à notre communauté. Merci et bonne journée à tous.